de nous rejoindre pour la suite de notre programme de cette deuxième journée de 49e Assemblée Générale de la FANAF. Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Si vous venez de nous rejoindre à l'instant, ce matin nous avons démarré avec un beau panel et nous poursuivons notre programme riche cette matinée, mesdames et messieurs, avec 3 autres panels à suivre. Merci encore à Atlanta Sened pour cette pause café qui nous permet de connecter, qui nous permet de poursuivre les conversations qu'on initie ici sur scène. Ces moments d'échange, ces moments de connexion sont capturés encore une fois par la formidable équipe de production. Je vous propose que nous regardions une vidéo ensemble qui reprend les instants phares d'hier et je reviens juste après. Merci à vous. Voilà des beaux moments, mesdames et messieurs, des moments capturés durant ces instants d'échange. Encore une fois, le QR code apparaît à l'écran. Il vous permettra de récupérer vos photos, ces moments partagés avec vos collègues et les membres de la communauté. Mesdames et messieurs, il est venu pour nous le temps de passer au 3e panel de ces assemblées générales. Le panel 3 porte sur le rôle de la régulation pour l'accélération de l'innovation et du développement de l'assurance en Afrique. Et pour discuter de cette thématique qui a été évoquée à plusieurs reprises durant ces 2 premiers jours, j'ai le grand plaisir et honneur d'accueillir à mes côtés Monsieur Blaise Abel Ezo Ngolo, secrétaire général de la CIMA. Merci d'accueillir également à mes côtés Madame Emel Swaifi, directrice de la régulation de la normalisation des assurances du Maroc. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et merci d'accueillir également Monsieur Ashraf Chouhi, directeur général adjoint en charge des opérations Atlanta Sened. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bienvenue à vous. Je vous en prie, chère Madame Estelle-Beyoula, Monsieur Ashraf également, vous pouvez vous prendre part juste à côté. C'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Bienvenue, chers Monsieur et Madame. Alors nous allons procéder de la même manière, si vous le voulez bien. Nous allons d'abord écouter vos interventions au pupitre, puis nous poursuivrons la conversation ensemble ici pendant quelques instants. Et nous ouvrirons bien entendu le débat à l'audience également. Monsieur Blaise Abel Ezo Ngolo, c'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Je propose que nous vous écoutions d'abord au pupitre et on reviendra. C'est à vous. Merci. La régie va présenter vos slides et le pointeur est disponible au niveau du pupitre. Monsieur le Président de la FANAF, Monsieur le Président de la régulation marocaine, ACAPS, mesdames et messieurs, je voudrais vous prier, n'est-ce pas, d'accepter que je fasse ce qui doit être fait quand on a été invité à prendre part à ce magnifique espace, à prendre la parole ici. Il faut dire des remerciements. Et je dois dire merci à Monsieur le Président de la FANAF
pour cette invitation-là. Il me semble qu'il est tout autant convenable, n'est-ce pas, de dire merci aux autorités marocaines qui ont bien voulu marquer leur accord pour l'organisation de cette session ici à Marrakech, pour la qualité de leur hospitalité. Je crois que le comité d'organisation et le secrétaire général de la FANAF sont tout autant militants pour la qualité de l'organisation de cette rencontre. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous dire que le sujet qui nous intéresse ce matin, nous avons accepté de venir en discuter avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'il concerne les préoccupations de l'heure. Aujourd'hui, il me semble fondamental, effectivement, d'adresser ces questions-là, qui sont celles du rôle de la régulation dans l'accélération de l'innovation et du développement de l'assurance en Afrique, notamment dans la zone CIMA. Et je voudrais dire qu'à la lecture de ce sujet-là, nous avons eu plusieurs approches. On pouvait l'analyser sous plusieurs angles, notamment sur les principaux termes qui sont convenus: innovation, développement, régulation. Nous les avons tous explorés, toutes ces possibilités de lecture-là, de compréhension-là. Et nous avons convenu n'est-ce pas, de vous suggérer une présentation de notre mot qui commence par cette slide-ci. Alors, elle ne fait pas nécessairement partie de notre développement, mais il nous a semblé qu'elle était nécessaire. Il nous a semblé qu'il était primordial que nous commencions par évoquer ces questions relatives à l'approche stratégique de la régulation dans un contexte où tout est nouveau, tout est innovation, tout est accompagnement. Le rôle du régulateur, en termes des échanges que j'ai eus avec les uns et les autres, semble être fondamental. Et nous avons pensé qu'il fallait un peu échanger. Alors, le régulateur, pour se déployer, n'est-ce pas, il y a au moins 2 ou 3 possibilités. Il faut changer rentrer. Alors, le régulateur peut engager sa mission d'encadrement et de supervision suivant ces possibilités-là. La première chose qu'il peut faire, n'est-ce pas, approche interventionniste qu'on pourrait qualifier, c'est de dire quoi? J'ai défini le cadre, j'ai défini la réglementation, et puis les acteurs viennent s'insérer dans ce cadre-là. C'est une chose qui peut être faite, et ça s'est souvent fait par le passé. Et puis il y a une autre manière de faire les choses: laisser faire, laisser aller, laisser l'innovation, le développement, les uns et les autres y aller, et puis
venir derrière pour encadrer, comme on dit, la supervision, la régulation suit l'activité. C'est une deuxième façon de faire les choses. Mais il y a une troisième, qui est celle qui est retenue au niveau de la CIMA. C'est de tenir compte des deux, de rester à l'écoute et fédérer, n'est-ce pas, avec les acteurs du marché, le choix de la bonne orientation qui convient pour réguler le secteur. Et c'est ce qui se fait au niveau de la CIMA. Effectivement, sur le plan organique déjà, il vous souviendra que la CIMA siège avec les représentants du marché, notamment la FANAF, aussi bien au niveau de la commission qu'au niveau du comité des experts. Ceci dit, notre propos va donc tenir compte et porter sur cette orientation stratégique-là qui consiste notamment, n'est-ce pas, à avoir une écoute très attentive sur le marché et les assureurs. Alors, comme je disais à l'entame de mon propos, l'examen du sujet nous a amené, n'est-ce pas, à vous suggérer ce conducteur-là, ce plan de déroulé de notre exposé en 4 points. Alors, nous avons convenu de vous parler de ce sujet-là en 4 points, à savoir un état des lieux qui récapitule les principales évolutions réglementaires. Le second point que nous avons retenu, c'est de vous présenter les activités en cours et les chantiers récents au niveau du secrétariat général de la CIMA. Ensuite, nous allons évoquer avec vous, n'est-ce pas, les perspectives et les défis de la régulation. Et puis nous aurons une petite conclusion. Ceci dit donc, mesdames et messieurs, s'il faut parler de l'état des lieux et des principales évolutions réglementaires, nous avons convenu de les dérouler tels que vous le voyez. Et peut-être qu'il est bon que je vous explique un peu comment se présente notre travail, ces slides-là. Vous avez la partie en vert qui est le déroulé des principales articulations réglementaires sur lesquelles nous souhaitons partager avec vous. Alors, la principale chose, celle que nous avons située en tête, c'est bien la micro-assurance. À date, le régulateur CIMA s'est beaucoup accentué à cette question-là, celle de la micro-assurance, parce qu'elle est d'actualité. Le règlement 03 de 2012 avait déjà mis en place le dispositif réglementaire pour accompagner le développement de cette activité-là. Naturellement, ce faisant, nous avons abouti à la codification d'un livre 7 du Code des assurances qui, n'est-ce pas, met en place le régime juridique du contrat, définit le cadre dans lequel les organismes de micro-assurance et les conditions de leur autorisation, de même que les activités des intermédiaires de micro-assurance. Nous nous sommes également appesantis, n'est-ce pas, sur la question de la réassurance. La réassurance dans l'espace CIMA, elle est, n'est-ce pas, encadrée par un règlement de 2015 et qui a donné lieu à une codification livre 8 du Code des assurances.
Et ce livre 8-là, n'est-ce pas, il présente l'ensemble des dispositions qui doivent être appliquées en ce qui concerne l'activité et les organisations de réassurance. Il faut noter notamment que sur ce volet-là, nous avons fait attention à préciser un peu le cadre de la cession légale, comme vous le savez, n'est-ce pas, est bénéficiaire à plusieurs institutions qui sont autorisées à notre sous-région. Le régulateur s'est également appesanti, n'est-ce pas, sur l'assurance islamique, l'assurance Takaful. Et elle a été réglementée depuis 2019 en ce qui concerne aussi bien le régime juridique de ce contrat, les organismes d'assurance islamique, les règles de gouvernance, etc. S'agissant une fois encore des évolutions réglementaires, nous avons jeté un regard assez attentif sur la question du blanchiment des capitaux et financement du terrorisme qui ont donné lieu à un règlement spécifique. Ce règlement-là, c'est le règlement 2021 et qui consacre, n'est-ce pas, les obligations de vigilance en ce qui concerne connaissance du client et qui porte également sur le suivi des opérations atypiques, on peut qualifier ainsi, la détection des opérations suspectes des clients à risque, etc. Au rang des évolutions réglementaires, il faut marquer un arrêt sur le fameux article 13 du Code des assurances. Cet article-là qui consacre le principe du paiement de la prime avant, n'est-ce pas, l'acquisition de la garantie. Nous avons également travaillé sur un règlement qui couvre, n'est-ce pas, la question des assurances, de l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Et comme vous le savez, sont l'une des fragilités importantes dans notre secteur, étant entendu que l'assurance automobile est la vitrine de l'industrie dans la zone ciment. Et à ce titre, nous avons évolué sur la question du règlement du genre des sinistres et un texte particulier a été pris en cette matière. De même, l'assurance vie n'a pas été le reste et nous avons mis en place une réglementation, un règlement qui réorganise, n'est-ce pas, et rend un peu plus attrayantes les dispositions de l'assurance vie au bénéfice des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment en ce qui concerne les questions relatives à la renonciation à la valeur de rachat, aux actions de paiement de primes, aux tables de mortalité. Je crois que ce qu'il faut marquer, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est qu'en ce qui concerne l'assurance vie qui traîne un peu dans notre sous-région, il a été question de faire en sorte que les dispositions applicables soient plus intéressantes pour les assurés. Et à ce titre, n'est-ce pas, nous avons modifié le délai de restitution de la prime en cas de renonciation. Nous avons fixé un délai de retard, un intérêt de retard pour le règlement des prestations. Nous avons fixé les délais, réduit les délais de versement de l'avance ainsi que les délais de versement de la valeur de rachat. Mesdames, Messieurs, ceci est un ensemble de choses que vous connaissez certainement autant que moi. Ce balayage-là, des évolutions réglementaires, n'est-ce pas, qui est un rappel, nous amène à passer au deuxième point de notre présentation, qui porte sur les activités en cours de chantier. Et à ce titre-là, nous avons à titre premier, n'est-ce pas, la question du mobile insurance et de l'assurance digitale. Je crois que ce point-là est l'un des éléments centraux de nos préoccupations du jour. Et à date, nous avons
il est bon de rappeler que très récemment, nous avons mis en place un règlement en janvier 2024 qui fixe les modalités et conditions applicables aux activités de micro-assurance, à la protection des données à caractère personnel, souscription du contrat par voie électronique, etc. De même, dans le chantier des activités en cours, nous avons mis en place, nous nous sommes appesantis sur les questions des systèmes d'information des organismes d'assurance. Et à ce sujet, nous avons adopté le règlement 10 de 2024 qui porte sur la sécurité et la gouvernance des technologies de l'information et de la communication et sur le plan de continuité des activités des entreprises d'assurance. Dans ce cadre-là, nous avons encadré la question de la gouvernance des TIC, de la sécurité de l'information, la question de la sécurité des soft et hardware, ainsi que la formation et la sensibilisation à la sécurité de l'information. De même que, s'agissant toujours du système d'information des compagnies d'assurance et en ce qui concerne les plans de continuité des activités, nous sommes un peu appesantis sur la planification de la continuité, les plans de réponse et de reprise en cas de soucis, les textes des plans de continuité et les communications en situation de crise. Ceci dit, en ce qui concerne donc les perspectives et les défis de la régulation, s'agissant des perspectives et défis, nous avons pensé qu'il était bon, à titre premier, de parler de cette amélioration des conditions de règlement des sinistres automobiles qui sont le lot le plus important chez nous. Et à ce titre-là, nous pensons qu'une amélioration du fonctionnement du procès verbal d'accident était nécessaire. Et nous avons ramené le délai de transmission de ce procès verbal-là de 3 à 2 mois, en espérant que cela pourrait apporter une accélération dans le schéma de règlement des sinistres. Nous avons également évoqué les nouvelles assurances obligatoires. Comme vous le savez, il est communément admis et pensé que c'est un levier important pour le développement de notre industrie. Cela semble avoir été fait sous d'autres cieux et peut-être que cela devrait l'être également chez nous. Il faut convient de rappeler à date que notre réglementation ne consacre que 2 assurances obligatoires, la RC automobile et puis l'assurance des facultés à l'importation. Il se pourrait, et la réflexion court encore, que la réglementation pourrait évoluer de manière concertée pour l'instauration d'autres assurances obligatoires. Je voudrais confirmer que cette perspective-là est suivie et soutenue avec beaucoup d'attention au niveau de la régulation. Au rang des défis, il nous semble que la question de l'intelligence artificielle est au centre des préoccupations du jour. Effectivement, l'industrie des assurances utilise de plus en plus ces outils-là, ces technologies-là, dans ces processus pour améliorer l'efficacité, la précision, la personnalisation des services, entre autres. Et cette efficacité-là porte sur plusieurs couloirs, au rang desquels l'ajustement des prix, l'évaluation de la probabilité de gravité potentielle de sinistre, la détection des fraudes, etc. L'intelligence artificielle, semble-t-il, offre aussi plusieurs autres possibilités
qui pourraient être cités comme ça, là, sans être exhaustif, notamment l'assistance, pour être l'une de celles, assistance 24 sur 24, 7 sur 7 au sein des compagnies d'assurance, la mise en place des mécanismes de réponse instantanée, l'automatisation des processus et la réduction du temps d'attente, etc. Alors, en ce qui concerne donc ces dispositifs d'assurance d'intelligence artificielle, confrontés à la réglementation, aux régulateurs, il nous semble qu'il est nécessaire de mettre en place des garde-fous éthiques pour garantir le développement de cette technologie-là de l'intelligence artificielle, se fasse de manière responsable et bénéfique pour le secteur. Notamment, le régulateur devrait veiller à la non-discrimination indirecte en raison des biais dans les données ou les modèles, veiller à la possibilité de concertation, de contestation des décisions de l'intelligence artificielle et obtenir des réévaluations manuelles au cas où nécessaire, veiller au respect des principes de confidentialité et de protection des données en matière de détection des fraudes, entre autres capacités et possibilités qu'offre cette intelligence artificielle-là et qui doit faire l'objet d'encadrement par le régulateur. Alors, il nous a également semblé important de revenir sur les préoccupations habituelles, classiques, qui font partie de ce que nous avons relevé comme défi de la régulation. Revenons donc sur nos affaires, nos anciennes affaires. Nous pensons qu'il est un défi important de faire appliquer de manière exhaustive, de manière pleine, les dispositions de l'article 15 du Code des assurances qui peinent à l'être. Nous pensons qu'il est également un défi important, n'est-ce pas, de veiller au paiement diligent des sinistres. À date, et comme vous le savez, cela reste le tendon d'Achille de notre secteur et il est bon que le régulateur y mette un peu plus d'attention et d'énergie pour améliorer le taux de règlement des sinistres en temps et en quantum. Il nous semble aussi que l'autre défi que nous devons relever, c'est celui de l'inclusivité de l'assurance. L'assurance inclusive que nous avons évoquée déjà peine à prendre, à être implémentée comme les espoirs le souhaitaient au début de la mise en place de la réglementation relative à cet aspect de nos activités-là. Et aujourd'hui, il faut le dire, nous avons très peu de sociétés d'assurance micro qui ont été agréées. Les causes, nous ne les maîtrisons peut-être pas et peut-être qu'elles sont liées à des questions qui sont du ressort de la régulation. Nous avons peut-être été un peu optimistes à penser que nous devions réglementer avant de donner les autorisations d'exercice. Nous pensons que l'assurance Takaful, que j'ai évoqué tantôt, est également un défi important. Nous avons jusqu'ici agréé seulement une seule compagnie. Nous avons fait quelques extensions, quelques fenêtres pour certaines autres compagnies. Pourtant, il y a là aussi un levier important qu'il faut encourager. Et l'un des défis qui est le nôtre aussi, c'est de faire en sorte que le développement de l'assurance Takaful prenne son envol. De même, la question du contrôle des systèmes d'information des compagnies d'assurance est majeure.
nous avons encore aujourd'hui des problèmes de production des États ciment, des problèmes de retard dans la production de ces États, des problèmes de non-conformité et des problèmes d'erreur dans les données qui sont contenues dans ces États-là. Il nous semble que là aussi, il y a un levier important sur lequel il faut agir au rang des défis qui restent les nôtres. À ce titre, peut-être qu'il est bon de dire que le secrétariat général vient de mettre en place, n'est-ce pas, une plateforme numérique suffisamment étoffée et qui est notre espoir pour résoudre cette question des systèmes d'information défaillants des compagnies d'assurance. Je voudrais vous inviter également à relever que s'agissant de la supervision basée sur les risques, elle est nécessaire, elle est un choix qui est quasiment incontournable. Malheureusement, pour des questions peut-être de lourdeur de la mobilisation des ressources nécessaires, au niveau de la CIMA, nous pensons qu'un modèle simplifié pourrait être plus adapté et une réflexion est en cours dans ce sens. De même que nous avons une préoccupation importante au rang de nos défis, une fois de plus, c'est celle du contrôle des groupes. Du contrôle des groupes et de la question de la consolidation et de la combinaison des entreprises qui sont régies par les dispositions du règlement de 2008 qui met en place un système de suivi des entreprises qui sont liées par les relations capitalistiques notamment. Voilà en gros les défis qui sont les nôtres. Au centre de ces défis, il est bon de relever encore une fois la question de l'innovation, la question des nouvelles technologies sont des préoccupations qui restent au premier plan. En guise de conclusion, peut-être qu'il faut le dire simplement comme ça, les enjeux et les défis qui interpellent les régulateurs, ils sont nombreux, ils sont divers. Ils portent tant sur l'encadrement des risques émergents, cyber et technologiques, les risques climatiques, sanitaires et pandémiques, ainsi que les risques liés à l'intelligence artificielle notamment, et qui nécessitent une adaptation réglementaire aussi rapide qu'adéquate. Évidemment, il est de notre responsabilité en tant que régulateur de créer cet environnement attendu-là, cet environnement propice pour un développement du marché intégrant inévitablement l'innovation sans mettre en péril les intérêts des assurés et bénéficiaires du contrat, ni l'équilibre des compagnies d'assurance. La résolution d'une telle équation, de notre point de vue, fait appel à la fédération de tout l'écosystème assurantiel. Il fait appel à la mobilisation notamment des compagnies d'assurance, des autres partenaires au système assurantiel, des États, des fiscalistes et effectivement de la bonne disposition du régulateur au fin, n'est-ce pas, de conduire ces problématiques-là à leur meilleur aboutissement. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir été un peu trop long. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Vous savez, comme moi, le régulateur n'est pas là pour parler, il sait plus agir. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le Secrétaire Général de la CIMA. Merci de nous avoir exposé ce tableau exhaustif, les différentes approches interventionnistes, libérales et l'approche CIMA. Merci à vous encore une fois. Madame Amel Soifi, je vais me tourner vers vous. Nous allons écouter votre intervention le temps que vous vous installiez.
On finira aussi par l'intervention également de M. Achraf Djouhi, puis nous ouvrirons le débat pour des questions-réponses. N'hésitez pas, entre-temps, à noter les questions qui vous viennent à l'esprit. C'est à vous, chère madame. Merci. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, permettez-moi de remercier les organisateurs de cet événement pour l'invitation à ce forum, qui est une belle occasion d'échange sur les sujets et sur les enjeux actuels du secteur des assurances et sur les leviers de son développement. Ravi aussi de participer à ce panel sur la thématique rôle de la régulation pour l'accélération de l'innovation, du développement de l'assurance en Afrique. Pour un secteur fortement réglementé, la réglementation a sans aucun doute un rôle primordial pour bâtir un secteur résilient, innovant et inclusif. Ce point est revenu dans la plupart des interventions qui ont précédé. Et moi, je vais peut-être axer mon intervention sur l'expérience du Maroc en présentant quelques initiatives qui ont été entreprises dans ce sens et qui pourraient inspirer quelques juridictions africaines. D'ailleurs, l'objet de ce forum, c'est de nous inspirer des bonnes pratiques des uns et des autres pour stimuler le développement de l'assurance et pour lui permettre de jouer pleinement son rôle dans la protection et dans le soutien économique. Donc, permettez-moi tout d'abord de peut-être de faire un mot sur le secteur des assurances. Donc, c'est un marché qui est animé par 25 entreprises d'assurance. Cette entreprise d'assurance généraliste ou mixte, et le reste des entreprises sont des entreprises spécialisées, 2 en assurance vie, 3 en assurance non-vie, 5 assisteurs, 3 assureurs crédit, 4 entreprises d'assurance Takaful et un réassureur qui est agréé pour faire également de la réassurance Takaful. C'est un marché qui draine un chiffre d'affaires d'environ 6 milliards de dollars, dont 46% en assurance vie, branche qui est boostée par la banque assurance. C'est un marché aussi qui a connu une bonne dynamique ces dernières années. Il a affiché un taux de croissance annuel moyen de 8%, un taux supérieur au PIB, 11,9% en assurance vie et 5,5% en non-vie. Le chiffre d'affaires reste dominé par l'assurance épargne avec une part de 40%, suivi de l'assurance automobile 26%. Les autres segments on peut dire qu'ils sont peu développés, notamment les assurances de biens et les assurances de responsabilité. Donc il y a des efforts à faire à ce niveau. Avec un montant de 4,3 milliards de dollars de prestations payées, le secteur apporte un filet de sécurité aux citoyens et joue un rôle central dans la sécurisation de leur patrimoine. En tant aussi qu'investisseur institutionnel, le secteur contribue au financement de l'économie et la dynamisation de la bourse de Casablanca avec à peu près 24,3 milliards de dollars. Enfin, c'est un marché qui est bien positionné parce qu'il se situe en 2e place en Afrique, après l'Afrique du Sud, mais très loin derrière l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud aujourd'hui, elle accapare 68% du total des primes du continent, alors que le Maroc ne représente que 9%. En termes de pénétration, il affiche un taux de 3,8%, un peu plus élevé que la moyenne africaine qui est de 3,5%, mais
ça reste en deçà des attentes comparé à certains pays développés et comparé aussi à la moyenne mondiale qui se situe entre 7 et 8%. Ce niveau de pénétration, ça laisse entrevoir un potentiel, un fort potentiel et des opportunités à saisir, sachant que l'économie marocaine est aujourd'hui en pleine croissance. Plusieurs chantiers et projets stratégiques sont lancés et les assureurs, de par leur fonction première de protection des assurés et la sécurisation des investissements, devront accompagner cette croissance. En tant que régulateur de ce secteur, nous avons, en plus de notre mission principale de protection des assurés, la mission de veiller au développement du secteur. Et dans ce cadre, l'autorité a entrepris, en collaboration avec le ministère des Finances, la profession et toutes les parties prenantes, plusieurs initiatives pour l'amélioration de la protection des citoyens et l'émergence de nouvelles filières d'assurance et de manière générale l'inclusion financière. Donc je vais commencer par l'entrée en vigueur en 2020 du régime de couverture contre les conséquences d'événements catastrophiques. C'est un régime qui combine à la fois un régime assurantiel pour les personnes ayant souscrit un contrat d'assurance à travers une garantie obligatoire adossée à 3 types de contrats, les contrats RC automobiles, les contrats ou les assurances de biens, les assurances responsabilité civile corporelle, et un régime allocataire via le Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques qui intervient pour indemniser les victimes qui ne disposent pas de couverture assurantielle et qui ont subi un préjudice corporel ou dont la résidence principale est rendue inhabitable. Le séisme qu'a connu notre pays en 2023 est venu rappeler l'importance de ce régime de couverture qui a mobilisé une enveloppe d'environ 353 millions de dollars, mais ça reste à peine 30% des dommages subis qui ont été estimés à 1,2 milliard de dollars. Le régime assurantiel n'a contribué dans cette enveloppe que de 18%, vu la faible pénétration, notamment en assurance habitation. Donc ce séisme a révélé ou a mis en évidence un écart de couverture et la réflexion est d'ores et déjà lancée avec les pouvoirs publics pour rattraper ces insuffisances et pour trouver des schémas de couverture plus inclusifs. Ce séisme a aussi renforcé l'intérêt pour l'instauration d'une obligation d'assurance en matière d'habitation et une étude est déjà lancée dans ce sens. Parmi les initiatives aussi visant la promotion de l'inclusion financière, il y a l'instauration du cadre légal de l'assurance Tekafoul. C'est une activité qui est entrée en vigueur en 2028 après la publication de l'ensemble du corpus réglementaire de cette activité et après l'octroi d'agrément à 4 entreprises d'assurance Tekafoul, un réassureur pour exercer de la réassurance Tekafoul à travers une fenêtre. C'est une nouvelle forme qui a permis de diversifier l'offre de produits sur le marché et qui a pu élargir la couverture à une nouvelle population qui ne s'assurait pas avant pour des considérations religieuses. L'activité a démarré avec 3 types de contrats destinés à accompagner les produits bancaires participatifs, décès, invalidité, multirisque bâtiment et investissement Tekafoul. Investissement Tekafoul, c'est l'équivalent de l'assurance épargne et c'est un segment qui peine à démarrer faute d'instruments financiers conformes sur le marché. Et nous avons lancé des travaux avec les parties prenantes et notamment le Conseil supérieur du ulama. Le Conseil supérieur du ulama, c'est l'entité qui est habilitée selon le modèle marocain, c'est la seule entité qui est habilitée à se prononcer sur la conformité charia. Et nous sommes en train de travailler pour mettre en place un mécanisme qui va faciliter l'octroi
des avis conformes et assurer la disponibilité des instruments conformes sur le marché. Dans le cadre de la stratégie nationale d'inclusion financière, l'autorité a mis en place une feuille de route pour la promotion de l'inclusion assurantielle à travers plusieurs actions visant notamment le développement de produits répondant aux besoins des personnes ou des populations mal desservies ou exclues des offres existantes, ou pour les besoins aussi des populations vulnérables, l'amélioration de l'accessibilité des produits d'assurance et la diversification des canaux de distribution. Donc, comme première action à isopérimètre réglementaire, nous avons amendé la circulaire de l'autorité pour élargir aux établissements de paiement la distribution des produits de microassurance. Nous avons aujourd'hui 7 établissements de paiement qui sont autorisés pour distribuer ces produits à travers leur réseau d'agents propres mandataires. Nous avons aussi lancé avec le ministère de l'économie et des finances un projet d'amendement du livre premier du Code des assurances. C'est le livre qui régit le contrat d'assurance pour instaurer un nouveau cadre légal dédié à la microassurance. L'objectif étant de favoriser l'émergence de produits simples dans leur souscription et dans leur processus d'indemnisation. Et on a profité de cet amendement aussi pour intégrer un cadre légal pour l'introduction de l'assurance paramétrique ou indicielle qui va permettre de diversifier l'offre du marché et bien évidemment la promotion de l'inclusion assurantielle et l'élargissement des couvertures. Et tout récemment, nous avons l'entrée en vigueur de 2 assurances obligatoires, la Tourisme Chantier et la RC décennale. C'est plus exactement le 30 décembre 2024. Et ces assurances vont permettre de garantir une meilleure protection des professionnels du bâtiment, des promoteurs ainsi que les futurs propriétaires, tout en renforçant la stabilité et la fiabilité des projets de construction. Et aujourd'hui, nous sommes en train pour une bonne application de cette obligation d'assurance, l'autorité a entrepris des actions de sensibilisation auprès des parties prenantes sur la mise en œuvre du mécanisme du contrôle de respect de ces obligations et aussi vis-à-vis du grand public pour le sensibiliser sur l'entrée en vigueur de cette assurance. Toujours parmi les mesures visant l'inclusion financière et vu le rôle important de la distribution dans le développement de l'assurance, l'autorité a initié, encore une fois avec le ministère de l'économie et des finances, un projet de refonte du livre 4 sur la présentation des opérations d'assurance. C'est un projet qui vise à moderniser le réseau de distribution des produits d'assurance et l'asseoir sur des bases saines et solides en faveur de l'inclusion financière. Le projet vise à renforcer la transparence et la protection des assurés via l'exigence d'un certain nombre d'informations à communiquer par les distributeurs et via aussi l'instauration de l'obligation du conseil, ce qui va permettre de consolider le rôle des distributeurs dans la chaîne de valeur entre l'assureur et l'assuré. Il vise aussi à assouplir l'approche de régulation et à assouplir le cadre légal pour pouvoir ouvrir à de nouveaux canaux de distribution et pouvoir accompagner les nouveaux besoins. Ce projet vise aussi à stimuler l'innovation dans la distribution pour répondre aux évolutions des nouveaux modes de consommation et aux attentes des opérateurs. Et dans ce cadre, le projet d'ailleurs entend apporter quelques aménagements pour permettre le développement de nouvelles niches telles que l'assurance affinitaire. Nous avons profité de ce projet pour introduire le principe de bac à sable ou le sandbox pour donner aux régulateurs l'agilité nécessaire pour permettre l'expérimentation de nouvelles technologies et de nouvelles idées. Ce besoin d'agilité est prescrit par les impératifs de la transition digitale et qui est devenu aujourd'hui nécessaire pour permettre aux acteurs
d'éprouver de nouvelles idées et de tester de nouveaux modes de distribution à des fins d'inclusion financière. Et là, c'est peut-être une bonne transition pour le prochain slide visant la promotion de l'innovation et la digitalisation. Donc, comme vous savez, nous vivons dans un monde qui connaît des avancées technologiques rapides et un changement des modes de consommation. Dans un monde de plus en plus connecté, les assureurs, bien évidemment, ne peuvent pas rester à l'écart, ils doivent nécessairement s'adapter et se rénover pour être compétitifs. Du côté du régulateur, nous sommes conscients de l'importance du digital comme un atout incontournable pour le développement du secteur, et donc nous avons mis en place une stratégie pour l'accompagnement du secteur dans la digitalisation et l'innovation. Et permettez-moi donc de revenir sur quelques initiatives lancées dans ce cadre. Tout d'abord, nous avons commencé par publier une instruction sur la vente en ligne. C'est une instruction qui est venue clarifier les dispositions réglementaires et légales qui sont en vigueur, la loi sur la protection des consommateurs, la loi sur les services financiers pour les transactions électroniques et la loi sur la protection des données personnelles. Et cette instruction a permis aussi de fixer les modalités que doivent observer les opérateurs pour la mise en place d'un dispositif électronique de vente en ligne. Nous avons aussi lancé en collaboration avec la FMA et le ministère des Finances un chantier de dématérialisation de l'attestation d'assurance automobile qui va certainement améliorer l'expérience client. Et aujourd'hui, tous les aspects techniques liés à ce projet sont validés et pour une entrée avec les parties prenantes bien évidemment, et pour une entrée en vigueur qui est prévue au deuxième semestre de 2025. Nous avons aussi récemment créé au sein de l'autorité une cellule innovation et insurtech. Cette cellule agit comme un catalyseur de développement de l'écosystème des insurtech. Elle a pour mission d'accompagner les insurtech dans leur démarche de conformité réglementaire en leur fournissant un cadre clair, adapté et facilitateur pour le développement de la concrétisation de leurs projets. La cellule vise aussi à soutenir l'innovation et la transformation digitale des opérateurs du secteur des assurances, et dans ce cadre, la cellule a lancé cette année un programme d'émergence qui vise à créer un forum dédié à l'innovation dans le secteur des assurances. L'objectif étant d'identifier et de développer à isopérimètre réglementaire les cas d'usage des nouvelles technologies qui peuvent répondre aux défis actuels du secteur des assurances. Donc, en plus de ces initiatives qui émanent de l'autorité, j'aimerais saluer aussi les efforts de notre secteur qui s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Le fruit de ça, on a commencé à le ressentir à travers l'amélioration de l'expérience client, et peut-être mon ami Ashraf Touhi va en parler mieux que moi. Donc, avant de passer à l'autre slide, j'aimerais rappeler que les nouvelles technologies offrent certes des opportunités de développement, mais elles sont aussi porteuses de risques, et notamment les risques de cyber et les risques de protection en lien avec la protection des données à caractère personnel. Et donc l'autorité reste vigilante et soucieuse de ces risques. Et dans ce cadre, il a émis en 2024 d'ailleurs une instruction qui fixe les principes devant être observés par les opérateurs dans la gestion des risques afin de soutenir la sécurité opérationnelle des assureurs et la protection des données des assurés. Alors, sur l'aspect durabilité, comme vous le savez, les défis liés au changement climatique sont aujourd'hui une réalité incontournable qui dépasse les frontières des nations. Et face à cette réalité, notre pays a placé la lutte contre le réchauffement climatique et les enjeux de développement au centre de ses priorités. Le secteur des assurances, de par la nature de ses activités,
a un rôle important à jouer dans cette transition en termes aussi bien de mesures d'atténuation que de mesures d'adaptation. Et bien que cette transition doit être initiée de manière volontaire, voire naturelle, la régulation joue un rôle déterminant pour accélérer et pour inciter les régulateurs les opérateurs vers une économie plus respectueuse de l'environnement. Donc, brièvement, quelques initiatives entreprises sur ce sujet. Déjà, je commence par une action phare d'adaptation qui est le régime de couverture des événements catastrophiques qui constitue un filet de sécurité pour la protection des populations contre les événements catastrophiques dans les risques climatiques comme les inondations, les crues, c'est couvert par le régime et donc c'est parmi les mesures d'adaptation. Dans le cadre en termes de gestion des risques et afin de renforcer la résilience du secteur, nous avons émis aussi une instruction qui fixe les principes qui doivent être respectés par les entreprises dans la gestion des risques climatiques. Et sur un autre registre, nous soutenons les efforts publics dans le soutien nous soutenons les efforts publics dans la transition vers une économie verte. Et là, peut-être je vais citer juste notre contribution à la mise en place, à côté bien sûr des autres régulateurs et du ministère des Finances, la mise en place d'une taxonomie financière verte qui va certainement, c'est un prérequis important pour dynamiser l'orientation des flux financiers vers le green ou vers une économie verte. Il y a aussi notre contribution à la stratégie, à la mise en place de la stratégie finance-climat à l'horizon 2030. Et là, le secteur va jouer un rôle fondamental dans la mise en œuvre de cette stratégie pour les raisons que j'ai citées. Et peut-être vers la fin, donc, je vais juste citer d'autres initiatives que nous avons lancées pour accompagner le développement du secteur à travers des projets qui visent à renforcer la résilience du secteur et la protection des assurés et qui vont permettre de renforcer la confiance dans ce secteur. Je cite la mise en place du nouveau régime prudentiel SBR. Ce projet structurant va contribuer au renforcement de la résilience des opérateurs face à des chocs de plus en plus volatiles et extrêmes. C'est un projet aujourd'hui qui est bien avancé et certainement, probablement, je l'espère en tout cas, qu'il entre en vigueur début 2026 sur les comptes de 2025. Nous avons aussi un projet d'amendement de la loi 64/12 qui a porté création de l'autorité et le livre 3 du Code des assurances qui porte sur le contrôle des entreprises d'assurance. L'objet de ce projet, c'est d'élargir les missions de l'autorité à la stabilité financière et de la doter des pouvoirs nécessaires pour exercer cette mission et de renforcer aussi les pouvoirs de l'autorité pour la protection des assurés. Nous avons aussi lancé un projet pour introduire le cadre légal dédié à la conduite du marché. L'objectif, c'est de garantir le traitement équitable et diligent des assurés, de favoriser la transparence et la fiabilité des services fournis, ainsi que leur adaptabilité aux besoins. Et peut-être que je vais finir pour dire qu'en plus de toutes ces initiatives, nous avons lancé conjointement avec la Fédération une étude sur les leviers de développement du secteur des assurances. L'idée, c'est de définir une stratégie concertée pour identifier, analyser les différents leviers pour le développement du secteur. Et cette étude donc, va donner lieu à une feuille de route comportant les différentes actions à entreprendre pour consolider et renforcer le développement du marché d'assurance. Merci pour votre attention. Je suis désolée pour peut-être... Merci à vous, Madame Amal Swaifi. Je rappelle que vous êtes directrice de la régulation et de la normalisation des assurances au Maroc. Merci de nous avoir partagé la perspective du Maroc. Mesdames et messieurs, nous allons
terminer ce panel avec l'intervention du secteur privé cette fois-ci, la perspective de M. Ashraf Touhi, qui est directeur général adjoint en charge des opérations chez Atlanta Senet. C'est à vous, cher monsieur. Merci. Je suis également ravi d'être parmi nous aujourd'hui pour participer à ce panel en compagnie de deux honorables régulateurs africains. Je suis d'autant plus ravi avec la présence d'un nombre d'amis et de confrères dans cette salle que je salue tous au passage. Ma présentation, en fait, que j'espère assez brève, vous allez certainement entendre pas mal de points qui ont déjà été cités tout au long de ces 2 journées, mais j'espère quand même vous donner un angle de vue un peu différent sur certains points, en tous les cas un angle de la part d'un acteur du secteur privé de l'assurance au Maroc. Ma présentation va s'articuler autour de 3 points. Tout d'abord, je m'excuse, on n'arrête pas de parler d'innovation sur ces 2 journées. J'arrive moi avec mes feuilles en papier. C'est un contraste assez important avec un gribouillage en crayon. La société où je travaille, Atlanta Senet, n'arrête pas de mettre à notre disposition des tablettes dernière génération. Il faut croire que les vieilles habitudes, ils ont la peau dure. Et donc on continue toujours. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec la régulation. Probablement que le premier frein à l'innovation, ce sont les vieilles habitudes qu'on n'arrive pas à changer aussi facilement. Donc, ça s'articulera autour de 3 points. Le premier point, c'est la place centrale de la régulation dans le développement du secteur de l'assurance. Ça a été dit par Mme Soifi tout à l'heure. Elle a dit que le secteur des assurances est fortement régulé. Moi, je dirais même lourdement régulé. Il y a une bonne raison pour l'utilisation de ce mot, parce qu'effectivement, l'inversion du cycle d'assurance fait qu'on est payé avant de délivrer des services en contrepartie. Et effectivement, il faut une réglementation très très lourde pour protéger principalement ceux qui ont fait acheter ces services-là. Le deuxième point, c'est comment la régulation, de notre point de vue, pourrait contribuer au développement de l'assurance au sens large et puis au sens spécifique en matière d'innovation. Et puis, un point très très important, je l'ai surnommé contraintes réglementaires à surveiller. Que ce soit par rapport à la réglementation actuelle ou par rapport aux réglementations futures, il va y en avoir. Le monde évolue de manière très très importante et très vite. Et donc, naturellement, il y a des contraintes qu'il va falloir surveiller dans le futur pour effectivement ne pas impacter le développement de notre cher secteur d'assurance. Avant de conclure ma présentation, on ne peut pas parler de développement de l'activité d'assurance sans parler du rôle principal du cadre juridique ou de la régulation qui est la stabilité. Ça a été cité tout à l'heure à la fin de la présentation, et pour moi ça reste quand même le rôle majeur du régulateur, c'est de s'assurer qu'on est en présence d'un marché d'assurance qui est stable et qui inspire confiance à ces consommateurs-là. Il y a certainement parmi nous des assureurs spécialisés en tourisme chantier, en RC décennal. Ils nous diront que pour construire un immeuble avec beaucoup d'étages, il faut d'abord s'assurer que les fondations sont solides. Et pour moi, les fondations de l'activité d'assurance, la solidité, elle est à ce niveau-là. Le cadre juridique de la régulation, il joue quand même un rôle très très important dans la stabilité du marché de l'assurance. Tout d'abord à travers les exigences réglementaires de solvabilité. J'insiste sur le fait que ces exigences doivent être adaptées à l'activité d'assurance et à l'environnement économique du marché. Il faut des entreprises solvables sur un marché pour que ce marché-là se développe. On a une expérience assez intéressante au niveau du marché marocain sur les exigences de solvabilité. C'est un projet qui a pris pas mal d'années, mais nous, du point de vue secteur, on apprécie en fait cette concertation qui a duré longtemps avec le régulateur pour s'assurer qu'on met en place une régulation adaptée et conforme à l'environnement économique et aux pratiques du marché. Je vais y revenir sur ce point. Ça ne sert à rien d'importer une réglementation étrangère, l'imposer sur un marché où il est complètement en décalage, et on va se retrouver tout simplement, et on a cette expérience sur certains marchés africains, qu'une réglementation elle est non respectée.
Quand on lit la réglementation sur le papier, on a l'impression qu'effectivement c'est très très avancé, mais c'est tout à fait en décalage par rapport à la pratique réelle des compagnies d'assurance. Et donc il y a une concertation très très importante entre le régulateur et le secteur pour sortir une norme de solvabilité qui est adaptée au marché marocain. On a vécu longtemps sous l'ère de solvabilité 1, qui, je le rappelle, l'exigence en fonds propres était principalement dictée par le risque de souscription, c'est le niveau de prime et le niveau de sinistralité. Et aujourd'hui, on a la nouvelle norme solvabilité basée sur les risques qui tient compte dans les exigences de fonds propres de la totalité des risques qu'encourt la société d'assurance, principalement par rapport au premier pilier. Le deuxième point est la surveillance générale des pratiques commerciales et techniques. Malheureusement, beaucoup de pratiques font encore défaut dans certains marchés africains, et ce qui nous amène parfois à observer encore, et je le dis, je répète le mot malheureusement, à la disparition de certaines sociétés d'assurance en Afrique. Et donc, effectivement, les différents régulateurs, ils ont un rôle très très important pour la surveillance des pratiques et veiller à ce que, effectivement, que ces épisodes de disparition de sociétés d'assurance s'arrêtent pour de bon. On a vécu au Maroc une période très difficile avec la disparition de plein de compagnies d'assurance dans les années 90. Fort heureusement, aujourd'hui, on a quand même le marché s'est beaucoup consolidé. On est en présence d'un nombre limité d'acteurs et ce sont des acteurs qui présentent une surface financière très confortable et une pérennité au niveau de leurs activités d'assurance. Le troisième point est la protection des consommateurs. Le régulateur s'assure effectivement que les entreprises d'assurance offrent bien les services que les différents consommateurs pour lesquels ils ont payé une prime. Donc, ayant parlé de la stabilité, je parle un peu plus du rôle du cadre juridique qu'il joue dans le développement du marché de l'assurance à travers l'encadrement des pratiques d'assurance rendant l'activité plus transparente, équitable et fiable, que ce soit sur le volet souscription ou sur le volet indemnisation. Encouragement de l'innovation à travers une simplification du cadre juridique. On a parlé tout au long des présentations sur pas mal de cadres juridiques qui ont évolué effectivement pour offrir parfois un environnement juridique qui est plus simple pour certains types d'assurance ou certaines niches, je vais y revenir, et surtout la promotion d'une concurrence saine. Je viens de le dire sur la slide d'avant, cette concurrence saine. Je suis un opérateur d'assurance aujourd'hui et on opère sur deux marchés, le marché marocain et le marché ivoirien. Et effectivement, cette concurrence saine, malheureusement, elle fait défaut sur certains marchés, amenant le régulateur à intervenir et parfois imposer des règles prudentielles d'un autre âge. Je peux citer quelques exemples. Sur le marché marocain, par exemple, le régulateur a imposé quelques années une provision pour risque tarifaire. Du point de vue économique, cette provision n'a aucun fondement économique, mais elle a été imposée tout simplement pour ramener les sociétés d'assurance vers une rigueur un peu de tarification. C'est une double peine, tout simplement, pour dire celui qui sous-tarifie, je vais lui imposer un coût financier en plus et une provision de plus. On peut citer le marché, par exemple, sur lequel on opère en Côte d'Ivoire. Il y a eu récemment une réglementation sur la majoration, minoration des contrats d'assurance santé. Quand on a un contrat déficitaire, on a une obligation légale de majorer ces contrats-là. Ces règles-là, théoriquement imposées par les régulateurs sous contrainte, ne doivent théoriquement pas exister. Mais malheureusement, le régulateur voit que certaines pratiques ne sont pas bonnes et donc il est amené à introduire en fait certaines règles pour effectivement éviter les dérives sur ces sujets-là. Et puis, augmenter l'attractivité du marché de l'assurance, faciliter les partenariats avec les insurtech, les fintech, les opérateurs télécoms. C'est un sujet très très important. On peut être de très bons spécialistes au niveau des compagnies d'assurance, mais on ne peut pas tout savoir, tout faire et maîtriser tout.
il faut faire appel à des structures externes qui ont développé un savoir-faire très ciblé, très important sur des problématiques très précises. Et il faut travailler avec eux, il faut les intégrer dans nos process, il faut les intégrer dans nos systèmes. Il faut juste veiller à ce que les compagnies d'assurance, ils ont des systèmes informatiques ouverts qui permettent d'accueillir en fait d'autres partenaires au niveau de leur système d'information. Les sociétés de voitures qui développent des voitures autonomes, ils ne vont pas elles-mêmes aller créer des cartes de cartographie HD ou des capteurs, des radars. Ils font affaire à plein de fournisseurs qui ont développé une expertise très très pointue sur ces sujets-là. Et ils les intègrent en fait au niveau de leur chaîne de production. Et aujourd'hui, avec l'évolution technologique, les compagnies d'assurance, probablement, on est amené à faire pareil et à s'ouvrir à d'autres acteurs et à d'autres partenaires. Et je tiens d'ailleurs à remercier l'autorité de contrôle marocaine des assurances qui a co-organisé récemment une conférence qui s'appelle Bimalab Insurtech Africa. Cette conférence, en fait, nous avons eu la possibilité d'assister à 25 sociétés et des startups des Insurtech qui sont venus faire un pitch sur leur projet pour voir si effectivement, s'il n'y avait pas des projets à forte valeur ajoutée que des entreprises d'assurance africaines pourraient adopter. Il y a aussi les opérateurs télécoms. Au Maroc, on a un retard très très important au niveau de l'intégration des opérateurs télécoms au niveau du marché de l'assurance. Des opérateurs télécoms, il faut savoir, le taux de pénétration des téléphones mobiles au Maroc dépasse les 100%. Il y a plein de personnes qui ont 2 téléphones en main, un sur la main droite et l'autre sur la main gauche. Donc c'est un point de contact très très important avec les consommateurs, surtout pour des régions reculées où c'est difficile d'avoir une approche traditionnelle ou classique de commercialisation des produits d'assurance. Mais malheureusement aujourd'hui, ces opérateurs télécoms restent en dehors de l'écosystème assurantiel et probablement il y a des contraintes réglementaires qui contribuent à cet aspect-là parce qu'en fait la distribution reste quand même très très réglementée au niveau de notre marché et certainement sur d'autres marchés africains. Comment la réglementation pourrait contribuer au développement de l'assurance? À travers une régulation proactive pour supporter l'innovation. Donc le premier point, une meilleure adaptation aux risques émergents tels que les changements climatiques, la cybersécurité, les pandémies. Les changements climatiques, ça a été cité tout à l'heure, on a une réponse marocaine très très importante sur ce sujet à travers ce régime F4, donc la partie assurantielle et la partie allocataire. Il faut savoir que même la partie allocataire aujourd'hui, qui est gérée par un fonds, cette partie-là même, elle est revenue sur le marché de l'assurance pour s'assurer. Et donc finalement, même on a tendance à parler d'une partie assurantielle et d'une partie non assurantielle. Même la partie non assurantielle, aujourd'hui, elle est revenue dans l'écosystème assurance. Et donc en fait, on a l'ensemble du dispositif aujourd'hui qui est couvert par l'écosystème assurantiel. La cybersécurité, c'est un sujet d'actualité. Malheureusement, on n'arrête pas d'en parler dans les forums et dans les congrès. Mais ça tarde quand même à avoir une réponse sur le terrain, surtout à travers des produits de masse. On vend des polices d'assurance à des acteurs très importants, des entreprises très importantes qui travaillent sur des secteurs de pointe comme la finance ou ce genre de choses. Maintenant, les PME, les PMI, tout ça, on reste en deçà d'une offre de masse adressée à ces entreprises-là. Les pandémies, on a expérimenté tous malheureusement l'épisode Covid-19. Il faut savoir que nos compagnies d'assurance, au lendemain de cet épisode Covid, on a reçu des exclusions de la part des réassureurs qui font 10 pages pour dire que tout est exclu. Et nous, ayant nous-mêmes un panel de réassurance assez diversifié, on avait même des difficultés à les mettre tous d'accord sur un seul wording pour ces exclusions Covid-19. Et donc, ce genre de problématique ne peut avoir qu'une solution nationale à travers un partenariat entre l'ensemble des intervenants sur le marché en collaboration avec le régulateur pour proposer quelque chose parce qu'on ne peut pas compter sur la réassurance traditionnelle à intervenir sur ce genre de schéma. Comme ça a été fait pour les changements climatiques, probablement pour ce genre de risque en pandémie, il faut des solutions quand même adaptées. Une meilleure transition numérique en encadrant l'utilisation des nouvelles technologies. L'intelligence artificielle, ça devient une guerre déclarée aujourd'hui au niveau mondial. On ne peut pas ouvrir les infos sans en entendre parler. Les Internet of Things, c'est aussi un sujet qui va nous rattraper aujourd'hui avec l'ensemble des objets connectés qu'on utilise au quotidien. La blockchain,
Quand on entend ce mot, on a l'impression qu'il vient d'une autre planète, mais la vérité, je pense qu'il y a moyen d'adopter ce genre de technologie pour des sujets qui sont simples. Si demain on offre, je ne sais pas moi, un contrat d'assurance qui est basé sur une annulation de vol, on n'a pas besoin de ramener une attestation signée, légalisée. Une annulation de vol, on peut consulter un système d'information à un site web et on sait que le vol a été annulé, on peut enclencher directement une indemnisation. Donc vraiment, ça a l'air compliqué, mais je pense réellement qu'il y a moyen d'adopter certaines choses dans nos marchés et de pouvoir les utiliser. La mise en place des sandbox a été citée également par Madame Souefi pour permettre de tester des produits innovants. L'avantage de ces sandbox, c'est principalement, avant de se lancer dans des modifications législatives très lourdes, on s'assure d'abord qu'on est face à une idée quand même qui est intéressante et qui peut répondre à un besoin et à un marché. Donc c'est de permettre de tester en conditions réelles un nouveau concept sans pour autant qu'il soit conforme à la réglementation. Et si effectivement on voit que l'idée est concluante, on peut se lancer dans des évolutions réglementaires qui peuvent être très très lourdes. L'amélioration de l'inclusion financière, donc un cadre réglementaire simplifié pour la microassurance. Donc on a ce cadre aujourd'hui au Maroc. Ça a été cité également. Principalement, on a un réseau de distribution qui est adapté aujourd'hui avec l'extension aux établissements de paiement. On a une définition claire de ce qui est la microassurance, un contrat de microassurance au Maroc. Le critère a été sur l'importance de la prime au niveau de l'assurance marocaine. Donc, un contrat non-vie au prévoyant, c'est une prime annuelle maximale entre $20 et $40. Et pour un contrat d'épargne, c'est une prime maximale de $100. Et puis, des process simplifiés pour la gestion de ces contrats-là, que ce soit souscription ou indemnisation. Souscription, par exemple, quand on offre un contrat santé de microassurance, on ne va pas faire de sélection médicale. Indemnisation, également, par exemple, on demande souvent dans les contrats de prévoyance le motif de décès, parce qu'il peut y avoir certaines exclusions. Naturellement, là, sur un contrat de microassurance, un certificat de décès suffit pour engager l'indemnisation. L'inclusion financière, on parle de microassurance, il y a également le Takaful. Takaful, on a une expérience très singulière au Maroc. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais s'il y a une question dessus, on peut s'y attarder. C'est principalement ce conseil consultatif qui ne dépend pas des compagnies d'assurance pour donner des avis sur la conformité religieuse. C'est très important. La différence du modèle marocain par rapport aux autres pays qui ont adopté Takaful. Faciliter l'assurance des niches innovantes. Aussi, il faut un cadre adapté pour l'assurance des nouvelles niches, comme les produits affinitaires. On a aujourd'hui la circulaire de vente en ligne qui a effectivement pu faire évoluer de manière très importante ce sujet. Mais je peux vous dire, nous, on a une expérience au sein de notre compagnie. On a lancé il y a 4 ans un produit affinitaire sur l'extension de couverture aux appareils électroménagers. Et un des freins les plus importants, c'était la distribution. Un produit d'assurance ne peut pas être présenté par un vendeur au niveau d'une grande surface. Ce qui se fait en Europe, la distribution est très très réglementée au Maroc et le produit d'assurance ne peut être présenté que par des professionnels qui sont agréés. Et donc le modèle européen où on achète un frigo, on parle avec le vendeur, on parle des avantages et des inconvénients du frigo et on enchaîne sur la question assurantielle était problématique. Et donc nous avons dû monter quand même une usine à gaz pour pouvoir contourner, mais de manière conforme à la réglementation, cette contrainte par rapport à la distribution de ce produit-là. Nous avons l'extension des couvertures obligatoires, ça a été cité également. La responsabilité civile est une assurance très très importante pour la protection des assurés et pour la protection des tiers contre des dommages qu'ils peuvent subir. Et malheureusement, elle reste très très peu souscrite dans nos marchés. Dans nos marchés, principalement, ce sont les assurances obligatoires qui sont souscrites. Et donc, les assurances facultatives, le taux de pénétration reste très très faible. D'ailleurs, ce genre d'assurance, il y a une contrainte très très importante, c'est qu'on peut mettre des assurances obligatoires, mais si on ne monte pas les mécanismes de contrôle avec les pouvoirs publics pour s'assurer du respect, ça ne servirait pas à grand-chose dans nos marchés. Je peux citer un exemple très simple. Au Maroc, on a l'assurance RC automobile est obligatoire et l'assurance accident de travail est obligatoire.
Le taux de pénétration de l'assurance accident de travail est largement inférieur au taux de pénétration de la RC automobile, tout simplement parce que les mécanismes de contrôle ne sont pas les mêmes. Donc on sait que les contrôles RC automobile, les policiers gendarmes, ils sont partout dans les rues, ils sont en train de contrôler de manière très fréquente, très importante, alors qu'en accident de travail, on a moins de contrôle, et ce qui fait que le taux de pénétration de ces assurances-là est moins important. Donc il ne suffit pas de dire on va instaurer des assurances obligatoires, mais il faut vraiment accompagner cette instauration par des mécanismes de contrôle qui effectivement permettent d'augmenter le taux de pénétration. D'ailleurs, on a un projet depuis un petit temps sur la dématérialisation de l'attestation automobile, et ce projet, en fait, tarde à sortir tout simplement parce que l'ensemble des acteurs veulent s'assurer quand même que les mécanismes de contrôle efficaces aujourd'hui qui sont faits sur une feuille d'attestation d'assurance papier vont continuer avec un système digital qui permet de s'assurer que le phénomène de non-assurance en automobile resterait quand même un phénomène marginal. La mise en place de partenariats avec des institutions, l'échange de données, que ce soit avec les organismes qui s'occupent des permis de conduire, des cartes grises de véhicules, que ce soit les tribunaux qui jugent les sinistres corporels. Donc, il faut vraiment encourager un échange de données très très important avec l'ensemble de l'écosystème qui tourne autour de l'assurance. La sensibilisation et l'éducation financière, qui pour moi, où l'autorité de contrôle peut jouer un rôle très très important, parce que nos compagnies d'assurance, quand on fait de la sensibilisation et de l'éducation financière, c'est quand même perçu par le public avec une connotation commerciale. Même si on ne le fait pas dans un cadre commercial, le public quand même reste un peu sceptique. Il pense effectivement que ça a une approche commerciale, alors que si ceci c'est fait par les autorités, naturellement, ça a moins une connotation commerciale et ça pourrait avoir plus d'impact. Les contraintes réglementaires à surveiller. Donc, certaines contraintes réglementaires peuvent constituer un frein au développement du secteur de l'assurance. La multiplicité et la non-adéquation des normes par rapport à la taille et opérateurs du marché. La multiplicité des normes, les choses évoluent de manière très très importante. On importe de plus en plus de normes. Parfois, on adopte des normes volontairement. Parfois, on marche forcée parce que les instances internationales nous obligent à les adopter. Quand on parle de la loi anti-blanchiment et financement du terrorisme, on est obligé de l'adopter parce qu'il faut montrer patte blanche avec les institutions internationales. Maintenant, tout ce que cette loi implique pour nos sociétés, il faut acheter des systèmes de filtrage, il faut investir dans des systèmes, il faut une refonte de nos process. Parfois très très compliqué quand on a des échanges avec ces instances-là, et ils vous disent quand vous vendez une assurance RC, une assurance incendie entreprise à une entreprise, vous devez vous assurer que les actionnaires de cette entreprise ne posent pas de problème, ils ne sont pas fichés quelque part. Alors on sait très bien quand une assurance entreprise incendie est vendue à travers un agent, c'est très très difficile. On a toute l'information sur l'entreprise, mais remonter jusqu'au niveau des actionnaires pour identifier ce que ces actionnaires posent problème ou pas, ce n'est pas très évident. Et puis il y a la multiplicité des normes, comme je l'ai dit. La loi FATCA, on doit envoyer des informations au fisc américain, alors que théoriquement ça ne nous concerne pas. On a les normes de solvabilité, on a parlé de S1, le premier pilier, mais il y a le deuxième pilier qui est très très lourd, c'est le pilier de gouvernance, avec toutes les règles auxquelles on doit se conformer. On a un calendrier de déploiement assez important avec l'autorité de contrôle, mais c'est un pilier qui est très très impactant au niveau des compagnies d'assurance. Et sans parler d'IFRS 17. Autant sur SBR, au Maroc, on a eu la chance d'adapter la norme internationale à un contexte marocain, autant sur les normes IFRS, on ne peut rien adapter. Soit on est conforme, soit on ne l'est pas. Les normes IFRS, honnêtement, on rencontre des réassureurs qui viennent nous rencontrer chaque année avec leur plaquette financière, et toujours, ils savaient expliquer ce qu'il y avait sur leur plaquette financière. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il y a des réassureurs, on les rencontre avec leur plaquette financière, ils ne savent pas expliquer leurs chiffres. Ils commencent à dire, oui, notre ratio combiné, il est de 60%, mais vous savez, là, il y a des impacts de ceci et de cela, de je ne sais pas quoi. Donc effectivement, c'est un projet très très lourd, avec une valeur ajoutée, je vais clôturer, avec une valeur ajoutée effectivement qui est assez discutable pour nos marchés,
Et on peut se poser la question effectivement sur l'obligation à l'adopter au niveau des marchés africains. Les normes réglementaires de solvabilité qui peuvent limiter les capacités des assureurs à investir dans de nouvelles innovations, au lieu d'allouer beaucoup d'argent à des couvertures de fonds propres ou des couvertures de provisions techniques, cet argent pourrait être alloué effectivement à des projets de développement. Les coûts de conformité qui peuvent s'avérer élevés avec l'adoption de toutes ces normes et leur complexité. Le contrôle des prix et les produits au préalable, naturellement c'est un frein à une évolution rapide et une innovation rapide, et ça peut en fait retarder la mise en place de certaines solutions sur le marché. Les restrictions réglementaires sur les placements d'assurance, on a parlé de partenariats avec les insurtech et les fintech. Ces partenariats peuvent passer parfois par des participations financières, et c'est des participations financières risquées. Je parlais avec un réassureur dont le département gestion d'actifs a une unité spécialisée dans l'investissement au niveau des insurtech et fintech, et il me disait que en fait leur objectif c'est d'investir dans 10 structures en espérant qu'une va réussir. Ça veut dire qu'ils savent déjà que 9 investissements vont échouer et l'argent va être perdu. Naturellement, une fois que cet investissement réussisse, c'est une valeur ajoutée très très importante. Et on sait que les réglementations telles que Solvabilité 2 pénalisent énormément ce genre d'investissement risqué en termes de fonds propres. La réglementation inflexible sur la protection de l'utilisation des données personnelles, ça va devenir de plus en plus contrôlé, que ce soit la collecte, le traitement, le stockage de ces données. On a le CNDP au Maroc qui veille sur ce sujet-là. Mais certainement, c'est un sujet qui va monter en complexité. Quand on voit ce que l'Europe est en train de préparer, aujourd'hui, je pense que c'est un sujet qui va finir par impacter notre région également. L'Europe avait son fameux RGPD sur la gestion des données personnelles. Aujourd'hui, ils sont sortis une nouvelle réglementation rien que sur la donnée, ça s'appelle Data Act ou quelque chose comme ça. Et il paraît que c'est un morceau qui est très très compliqué. La réglementation spécifique qui vont à l'encontre de nouvelles formes d'assurance basées sur l'utilisation réelle, quand on a parfois des critères tarifaires obligatoires, quand on a des tarifs qui sont réglementés, naturellement, on ne peut pas partir sur des systèmes basés sur l'utilisation réelle, sachant que la limite, c'est qu'il faut garder un minimum de mutualisation pour que l'assurance garde quand même tout son sens. Et une réglementation contraignante de la distribution des produits d'assurance, ça a été cité également. Il y a la refonte du livre 4 au Maroc qui viendra, Inch'Allah, et j'espère que ça apporterait une solution à certaines contraintes apportées aujourd'hui par la réglementation sur la distribution. Je clôture ma conclusion en 3 points. Le premier, c'est qu'il faut trouver le bon équilibre entre la protection des consommateurs et la promotion d'un environnement propice au développement de l'assurance. Cet équilibre n'est pas facile à trouver. Le curseur est très très difficile à mettre. Si on va d'un sens ou dans l'autre, ça peut avoir des impacts très très importants. Encadrer, encourager et accompagner les différentes initiatives apportant des innovations responsables, et je souligne le mot responsable, parce qu'on peut avoir des innovations, une garantie qui a été packagée longtemps et pour lesquelles les assurés payent une prime. On peut demain sortir une innovation en disant « moi je vends cette garantie gratuitement ». Il faut vraiment, si une innovation pourrait être copiée par un concurrent en 24 heures, 48 heures, soyez certains que ce n'est pas une vraie innovation. Veillez à ce que la régulation d'assurance s'ajuste au progrès technologique. Ça va tellement vite, on va devoir évoluer, y compris moi avec mes feuilles et papier. Et aux transformations sociétales, la société veut consommer différemment et il faut qu'on s'adapte à ces nouveaux modes de consommation. J'espère que j'ai été assez bref, que j'ai pu quand même transmettre un message clair. Merci. Merci à vous pour cette présentation exhaustive. Je sais qu'il est très compliqué d'aborder des sujets aussi intéressants, aussi passionnants dans des délais limités. Je pense que les présentations ont été suffisamment riches de part et d'autre. Nous ne prendrons pas de questions-réponses parce que j'ai aussi à cœur d'honorer vos engagements et aussi à cœur d'honorer les prochains intervenants dans le dernier panel qui est extrêmement important. Donc je vous inviterai à poursuivre cette conversation extrêmement intéressante durant le déjeuner qui se passera juste après notre prochain panel. Mesdames et messieurs, je vous invite à les applaudir très chaleureusement et pour exprimer
nos remerciements et notre appréciation, j'aimerais inviter à nos côtés Monsieur le Président de la FANAF, Monsieur César Ekomi Afen, qui remettra le cadeau en souvenir à nos intervenants sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci encore à vous. Nous allons vous installer juste là devant pour la photo souvenir, si vous voulez bien vous avancer pendant que Monsieur le Président nous rejoint au niveau de la scène, que les hôtesses également nous ramènent les cadeaux. Merci beaucoup. Bonjour à vous, Monsieur le Président. Voilà, c'est la coutume au sein des assemblées générales, la remise d'un souvenir en signe de remerciement et d'appréciation pour nos intervenants de ce panel 3 sur le rôle de la régulation, mesdames et messieurs, pour l'accélération de l'innovation et du développement de l'assurance en Afrique. Une photo souvenir pour chacun de nos intervenants. Merci encore à Madame Amel Swaifi pour votre expertise, directrice de la régulation et de la normalisation des assurances au sein de la CAPS. Merci à vous, chère Madame. La remise également du cadeau à Monsieur Blaise Abel Ezo Ngolo, secrétaire général de la CIMA. Merci, cher monsieur, pour votre expertise et votre expérience. Merci infiniment. Et enfin, la remise du prix à monsieur Ashraf Touhi, directeur général adjoint en charge des opérations chez Atlanta Sened. Merci à vous. Nous vous invitons à faire une photo de groupe, cette fois-ci avec Monsieur le Président, juste là, devant un petit peu plus à l'avant, devant les photographes pour la photo souvenir. Merci, merci beaucoup. Merci Madame, merci Messieurs. Nous vous invitons à poursuivre avec nous la conversation pour ce panel sur le panel 4, mesdames et messieurs, qui portera sur l'aperçu des grandes tendances régionales liées à l'innovation, produits et services en assurance. Et pour ce panel, j'ai le grand plaisir d'accueillir à mes côtés Madame Delphine Traoré.